Je pense qu'on n'a qu'à nommer, par exemple, un homme et une femme et on sait à ce moment-là de qui on va parler. On va parler de Claude Lelouch. On en est rendu beaucoup plus loin, évidemment. On en est rendu à toute une vie. Tout d'abord, je vais vous souhaiter la bienvenue à Québec. Merci. Moi, je suis toujours content de découvrir un pays et je profite d'avoir des films à faire et de les sortir pour à chaque fois visiter un pays nouveau. Voilà. Donc, c'est ma façon à moi de faire du tourisme. Et là, pour la première fois, je viens au Québec. Et voilà. On vous reverra peut-être avec une équipe technique dans quelques années pour quelques scènes ici à Québec. C'est pas impossible. Lors d'une entrevue que vous accordiez il y a déjà un bon bout de temps, puisqu'on vient de cerner le moment, il y a peut-être quelques mois à Paris, vous disiez « Toute une vie raconte ma vérité et c'est une galerie de souvenirs sur le siècle que j'ai vécu ». Et vous avez conclu évidemment à une œuvre autobiographique. Alors à partir de ce moment-là, je me demandais quelle était cette idée ou encore ce désir et même ce besoin de vous raconter, en somme, peut-être au beau milieu d'une carrière. Eh bien, tout simplement parce que moi, je vis vraiment au présent. Je vous disais il y a 2 secondes que je ne faisais pas de projet, c'est vrai. Ma vie, je la déroule entièrement à la seconde où elle se passe. Je veux dire qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le fait que je suis ici, à Québec. C'est tout. Si j'ai raconté toute une vie sous une forme de chronique du XXe siècle, c'est parce que le XXe siècle est un siècle fabuleux. Sûrement un des siècles les plus étonnants qui nous sera jamais donné aux uns et aux autres de voir ou d'entendre parler. C'est un siècle de transition, c'est un siècle où on a vu le Moyen-Âge et l'an 2000. C'est un siècle où tout est possible, je veux dire, où les hommes atteignent des sommets en tout. Bien. Alors après, il y aura le 21e, le 22e, le 23e qui seront des siècles intermédiaires. Mais je pense que le 20e siècle est un siècle terriblement déterminant. Bien. Et je pense qu'un jour, on fera des tas de films sur le 20e siècle. Alors je trouve qu'il est important que des cinéastes qui ont eu la chance de vivre ce 20e siècle, ce siècle qui va être fabuleux, que eux puissent en parler en direct. C'est-à-dire d'une façon tout à fait présente. Il est probable que si aujourd'hui nous avions eu la chance de voir des films sur le Moyen-Âge, filmés par des cinéastes qui auraient connu le Moyen-Âge, ça serait tout à fait différent de ce que l'on connaît, de ce que l'on raconte sur le Moyen-Âge. Bon, je trouve que le cinéma n'a que 75 ans d'existence, qu'il est né également avec le XXe siècle, qu'il fait partie des grandes inventions du XXe siècle. Et le XXe siècle, c'est le siècle dans lequel je vis, c'est-à-dire le siècle que je connais le mieux de tous les siècles existants. Alors j'ai fait un film qui commence en 1900 et qui finit pour l'instant en 1974. Et ce film, disons que c'est la première étape. Et je reprendrai ce film en l'an 2000, si j'ai la chance d'aller jusqu'en l'an 2000, pour faire la deuxième époque qui ira de 74 à l'an 2000. Alors c'est là où la différence commence à être, je veux dire, intéressante. C'est qu'il y a un siècle officiel, celui des Larousse, celui des encyclopédies, et puis il y a le siècle de chacun d'entre nous, avec ses souvenirs propres et ses petits souvenirs à soi. Bon, alors donc, toute une vie, c'est ça. C'est le siècle au travers de petits souvenirs, de petites choses comme ça, qui n'ont d'importance en fait que pour une ou deux personnes, mais qui peut-être en ont peut-être pour des milliers qui sont les spectateurs. Vous disiez également que lorsque vous appreniez une chose nouvelle, vous aimiez la tester par un film. Et je me posais la question, par exemple, appliquée à une production antérieure, à l'une de vos productions antérieures, à quoi peut ressembler cette démarche, tester une chose nouvelle? Comment ça se présentait, par exemple? Dès que je suis convaincu de quelque chose, c'est pas apprendre des choses, parce qu'apprendre des choses, on en apprend tous les jours. Mais il y a un moment dans la vie où on est convaincu de quelque chose. Bien. À partir du moment où on est convaincu de quelque chose, on veut tester cette chose. Imaginez demain matin, vous me donnez une voiture et vous me dites qu'elle marche à 250 à l'heure. Bien. Et bien, il y a un moment précis où on veut essayer de savoir si elle marche vraiment à 250 à l'heure. Bon. Donc, ma vie, et moi, elle est faite comme ça. Je veux dire que d'un seul coup, j'ai un renseignement et je veux vérifier si ce renseignement est exact ou pas. Par exemple, quand j'ai tourné Le Voyou, je venais d'apprendre quelque chose de très important de la part d'un ami à moi qui m'avait confié comme ça au titre de l'intimité l'idée qu'il avait de faire un coup. Et je lui ai dit, écoute, je trouve ton coup tellement formidable que ça pourrait surtout faire un formidable film, tu prendrais beaucoup moins de risques. Et je lui ai acheté son coup et j'ai fait le film pour vérifier si le coup était possible. Je présume que vous devez peut-être assez bien connaître l'amour, puisque c'est un thème qui revient assez souvent, que vous affectionnez assez particulièrement, je pense. Vous savez, l'amour, personne ne connaît ça, parce que si on connaissait ça cesserait d'être intéressant, je veux dire. Ce qui est fascinant dans l'amour, c'est que c'est vraiment un piège permanent, et qu'on est tenté, je veux dire, il y a un aspect masochiste chez chacun d'entre nous qui fait qu'on est fasciné par ça. Bon, moi je suis fasciné par l'amour parce que c'est toujours un match. Bon, et moi les matchs, ça me fascine. Qu'est-ce qu'il y a de formidable dans l'amour? C'est qu'on met d'un seul coup en présence deux personnes qui vont s'affronter pour le pire et pour le meilleur.
Je ne dis pas que je connais l'amour plus qu'un autre, mais je connais bien la psychologie amoureuse parce que je l'ai étudiée, et puis parce que ma propre vie tourne un petit peu autour de ça. Je pense que chaque individu a deux vies. Il a une vie publique, qui est son travail, et il a une vie privée. Un homme heureux, je pense que c'est un homme qui arrive à réussir les deux, en même temps. Celui qui n'en réussit qu'une des deux facettes n'est jamais heureux. Bien, moi je sais que je ne suis pas un homme profondément heureux parce que j'ai réussi pratiquement que ma vie publique jusqu'à maintenant. Alors il se trouve que dans mon métier j'ai tous les courages, et avec une femme je les ai pas. Dans toute une vie, est-ce que c'est un mélange de... Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a... il y a de tout finalement? Il y a de tout parce que le XXe siècle, il y a de tout. C'est un mélange de genres. C'est un film qui parle de tout, qui parle d'un homme, d'une femme, d'une rencontre. En fait, c'est l'anatomie d'un coup de foudre. C'est peut-être l'histoire d'amour la plus importante que j'ai écrite. C'est l'anatomie d'un coup de foudre. Et pour expliquer une seconde d'amour, je raconte un siècle. Mais comme on n'a pas le temps d'étudier chaque coup de hasard, on dit que c'est le hasard. Mais en fait, c'est complètement préparé, c'est complètement prémédité, c'est inexorable. Chaque personne que vous rencontrez dans votre vie, c'est une chose absolument prévue longtemps à l'avance, dont vous avez été l'un et l'autre complètement conscients dès le départ, sans savoir qui, comment et comment ça allait se passer. Alors on appelle ça le hasard, on dit tiens c'est formidable, j'ai rencontré un type hier qui m'a rendu ce service. Ce type, c'était inexorable que vous le rencontriez, c'était prévu parce que tout ce que vous faisiez dans votre vie auparavant était fait justement pour à un moment donné rencontrer ce monsieur ou cette dame. Alors ça, c'est le grand thème de toute une vie, c'est ma conception à moi des choses. Moi, je pense qu'on a les chiens qu'on mérite, les maisons qu'on mérite, les femmes qu'on mérite, les voitures qu'on mérite, les coups durs qu'on mérite et les bonheurs qu'on mérite. Vous croyez en la réincarnation? Est-ce que vous le laissez percevoir? Ça est clairement expliqué dans toute une vie. Je veux dire, toute une vie explique tout ce dont je viens de vous expliquer un petit peu d'une façon arbitraire. On l'explique assez clairement, enfin assez clairement, j'espère. Vous aviez eu des problèmes, semble-t-il, à Cannes l'an dernier avec la présentation de Toute une vie. Il y a des raisons pour ça. Je pense que vous êtes un bonhomme assez particulier dans l'industrie cinématographique en France. Je suis indépendant. Et qu'aujourd'hui, l'indépendance, ça ne plaît pas tellement. Ça plaît pas. Enfin, je veux dire que la liberté est quelque chose de subversif. Je suis un homme libre dans le cinéma. J'ai toujours été un homme libre, même quand ça n'allait pas. Je n'ai jamais accepté de participer à un groupe, à un clan. Je suis un solitaire, un authentique solitaire. Et les solitaires, eh bien, on voudrait bien qu'ils rentrent dans un groupe à un moment donné, et ça, je le refuse. Si j'existe en France, j'ai pas été un cinéaste fabriqué par la presse, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Alors ça les gêne un petit peu. Ça les gêne un petit peu et ils m'en veulent. J'ai eu des problèmes au Festival de Cannes, parce que 10 ans de succès, on ne vous le pardonne pas non plus. Et je veux dire, mais tout ça, c'est pas grave. Je veux dire, ça fait partie. Je pense que ce qui est arrivé à Cannes toute une vie, c'est bien pour le film, c'est bien pour moi, et c'est bien pour les futurs films que je vais faire. Je veux dire que ça me renforce dans certaines théories d'indépendance. Moi, je crois à la liberté, je crois totalement à la liberté, mais la liberté, c'est vraiment la chose la plus compliquée à avoir. Je veux dire, c'est fou ce que la liberté est chère. C'est fou ce que la liberté demande de sacrifice. Je veux dire, et en plus, la vraie liberté, la liberté débouche aujourd'hui sur la solitude. Je veux dire, si on veut être un homme libre, il faut être un homme seul. Pour pouvoir décider pleinement de ce qu'on a envie de faire, il faut être seul. Donc la solitude, c'est quand même une chose terrible. Car quand je dis que je suis un solitaire malgré moi. Je ne recherche pas la solitude. J'arrive à la solitude parce que je préfère la solitude à toute bagarre ou à tout affrontement qui est négatif. Mais vous disiez que rien de bien sérieux n'avait été fait sur le plan cinématographique depuis peut-être 75 ans. C'est quand même une affirmation qui a dû en faire sursauter plusieurs. Oui, enfin je veux dire, il faut pas prendre non plus les choses au pied de la lettre. Je veux dire par là que pour moi le cinéma n'a pas commencé. Le cinéma a 75 ans d'existence. Essayer d'imaginer la peinture et la musique, enfin tous les arts après 75 ans d'existence, rien n'avait été fait. Imaginez la littérature après 75 ans, rien n'a été fait. Bien. Mais le grand film, le film tel que dans ma tête, j'ose de temps en temps y penser, n'a pas encore été fait par personne, ni par moi, ni par les autres. Quand je dis ça, c'est-à-dire que je me mets complètement dans le lot. Jusqu'à maintenant, il y a eu des séquences de films, dans certains films, qui nous ont laissé envisager ce que pourrait être un film réussi un jour. Bien. Mais je crois tellement au cinéma, j'aime tellement le cinéma et je sais tellement les possibilités du cinéma que je sais très bien que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est pas raisonnable. Alors pour moi aujourd'hui, le cinéma se scinde en quelques époques très faciles. Invention du cinéma, les frères Lumière, ils ont inventé l'image et depuis on n'arrête pas de les copier, je veux dire.
Le jour où ils avaient filmé la sortie des usines Lemierre, ils avaient inventé la chose essentielle dont on se sert encore aujourd'hui. Bien. Ensuite, il y a eu Méliès qui a montré qu'on pouvait truquer cette image, qu'on pouvait la modifier. Je veux dire que c'était une des propriétés même du cinéma, c'était le trucage. Ensuite, il y a eu deux hommes importants, à mon avis, qui sont Buster Keaton et Chaplin, qui ont montré qu'on pouvait raconter des histoires à la terre entière. Que le rire, entre autres, l'émotion, étaient des valeurs sûres sur le plan international, que c'était le point commun qu'avaient tous les hommes. C'est quand ils pleuraient et quand ils riaient. Le rire et les larmes, c'est à eux qu'on le doit. Puis ensuite, il y a eu Wells, qui a montré que le cinéma était une écriture aussi importante que la littérature, avec un film, Citizen Kane, le cinéma au niveau de l'art pur. Et puis ensuite, de nos jours, il y a eu West Side Story, à mon avis, qui est une sorte qui est l'équivalent de la Joconde en peinture. Et puis on est bloqué, voilà. On est bloqué. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que le cinéma arrive, comme la peinture, à devenir impressionniste. Donc je pense que le cinéma, le jour où il sera arrivé au niveau de la peinture impressionniste, il sera arrivé à son sommet. Et je dis par là que la peinture impressionniste, c'est-à-dire un scénario figuratif sur lequel on peut se reposer et la possibilité constamment de rêver.